Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'université devient-elle une entreprise des savoirs? De crise en réforme, l'enseignement supérieur n'a pas cessé d'évoluer, mais quelle direction est-il en train de prendre aujourd'hui? On va en parler avec nos invités, le romancier et professeur en littérature française à l'université de Nantes, Philippe Forest. Il publie dans la collection Tracts de Gallimard un court texte d'intervention intitulé «L'université en première ligne». Bonjour Philippe Forest. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Olivia Chambard est à vos côtés, chercheuse affiliée au CNAM et enseignante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur en juin dernier de Business Model, l'université nouveau laboratoire de l'idéologie entrepreneuriale, un ouvrage qui paraît à la découverte. Bonjour Olivia Chambard. Bonjour. Merci aussi à vous. Elle s'annonçait particulière à plus d'un titre, cette rentrée. Comment se passe-t-elle en réalité, cette rentrée universitaire? Philippe Forest, vous avez déjà, vous, repris le chemin des facs, de la fac? J'ai eu cours lundi et mardi. Elle se passe mieux que je ne le craignais à certains égards, mais moins bien que je ne le pensais à d'autres. Ce qui me surprend surtout, c'est la rigueur, pour ne pas dire la sévérité des consignes sanitaires qui nous ont été données et qui obligent au dédoublement de tous les cours, de manière à respecter la distanciation sociale, port du masque pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs. Et je peux vous assurer que parler plusieurs heures de suite avec un masque, notamment lorsqu'on doit projeter sa voix dans un amphithéâtre, c'est vraiment une épreuve physique. Enfin, je ne doute pas qu'il se trouvera des bons docteurs pour nous expliquer que tout ça est un mal purement imaginaire, mais de l'avis de tous les collègues avec lesquels j'ai pu en parler, c'est très différent. Ou peut-être un mal pour un bien. Vous auriez préféré ou vous préfériez la visio? Non, je préfère d'autres modes d'organisation, mais certainement pas le passage au distanciel. C'est l'objectif d'ailleurs du tract dont vous avez parlé et qui m'a semblé important de publier. Après les cours à distance et une fin d'année en visio, septembre devait et a marqué le retour des étudiants sur les bancs de la fac en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et non en distanciel. Présentiel, distanciel, ça fait partie un peu de ces nouveaux mots qui ont fleuri avec l'épidémie, on pourrait dire aussi sur site. Une rentrée en démerdentiel, titre Libération, le 16 septembre dernier. Olivia Chambard, est-ce que vous êtes allé constater aussi sur place en reprenant vos cours, peut-être à Paris 1 Panthéon-Sorbonne? Alors moi personnellement, j'ai pas encore repris tout à fait les cours, mais de ce que je sais à Paris 1, c'est effectivement tout à fait ça, c'est-à-dire que chaque UFR, chaque faculté bricole dans son coin en fonction des effectifs, en fonction des sites, sachant qu'à Paris 1, il y a déjà un énorme problème d'espace en termes en général. Donc là, c'est vraiment chacun se débrouille, et à l'UFR dont je dépends, ils essayent tant bien que mal depuis une semaine de mettre en place une semaine de présentiel pour les étudiants et une semaine en distanciel, donc ils viennent une semaine sur deux. Donc voilà, l'encadrement qui était déjà... On a déjà des soucis donc pour encadrer les étudiants correctement en général. Là, ils se retrouvent une semaine sur deux en visio, même si effectivement, c'est mieux qu'aucune présence du tout, quoi. Donc il y a un système de débrouille qui s'est mis en place. Vous disiez, Philippe Forest, vous, les consignes qui nous ont été données, vous dites, vous, Olivia Chambard, chacun bricole. Qui décide justement? D'où viennent les consignes? Est-ce que c'est le ministère qui les décide, ou est-ce que ce sont les chefs d'établissement d'université? Ce sont les présidences, je crois, qui décident, mais en fonction des consignes qu'elles ont reçues du ministère, avec donc une marge de latitude qui est assez importante, j'imagine, selon les établissements et même au sein de chaque établissement. Parce que le point positif, quand même, la bonne surprise à laquelle je faisais allusion il y a un instant, c'est que l'Université de Nantes a tenu parole et on nous avait promis avant l'été que le passage au distanciel ne serait imposé autoritairement à personne, et c'est le cas. Donc certains passent au distanciel, certains s'y refusent, c'est mon cas, et on trouve des solutions différentes selon les enseignants et selon les facultés. Mais je crois qu'il en va différemment dans d'autres universités où le passage au distanciel a pris. Donc le passage à l'enseignement à distance, ça vaut ce choix, il a été laissé aux professeurs, mais aussi aux élèves ou aux étudiants? Non. Non. Donc vous avez fait le choix, vous, d'être là, présent physiquement pour donner vos cours, en tout cas. Oui, enfin autant que possible, parce que de toute manière, il faut diviser les effectifs par deux pour respecter les règles de distanciation. Donc ça veut dire que les étudiants, au lieu d'avoir 12 séances de cours, n'en ont plus que 6. Et que lorsqu'ils ne sont pas là, il faut leur proposer d'autres exercices
que ceux qu'aurait permis un pur passage, un pur présentiel. Voilà. Mais votre tract parle aussi des changements, des évolutions, des mutations de fond de l'université, Philippe Forest, ainsi que votre livre, Olivier Chambard, essai, livre enquête, Business Model, l'université qui serait en train de devenir à vos yeux, et vous nous racontez comment un laboratoire de la logique et de l'idéologie entrepreneuriale. Cette pandémie et cette épidémie, est-ce qu'elle est révélatrice pour vous, Olivia Chambard, des forces et des faiblesses déjà de notre enseignement supérieur? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je disais déjà sur le faible taux d'encadrement des étudiants dans la plupart des universités, excepté quelques universités un peu d'élite qui sont beaucoup plus financées. Mais dans les universités, la plupart des universités, on a déjà une difficulté à encadrer correctement les étudiants L1. On sait qu'on a une forme d'évaporation au cours de la première année qui est liée aussi au faible recrutement d'enseignants-chercheurs qui ne suit pas du tout la courbe d'augmentation des étudiants. Et donc, effectivement, cette épidémie, cette crise sanitaire renforce encore cette difficulté à accompagner les étudiants. Et je pense notamment aux étudiants de première année, notamment ceux qui sont rentrés en première année l'an dernier, qui vont commencer une deuxième année, sachant que même s'ils ont pu valider leur première année, ils n'ont pas du tout eu le contenu d'enseignement attendu. Donc ça renforce encore effectivement, ça fait apparaître des éléments de crise. Enfin, l'université est pas loin de... On ne sait pas comment on continue à tenir comme ça. Effectivement, cette crise renforce tout ça, quoi. Philippe Forest, révélateur, accélérateur, c'est ce que vous montrez dans ce tract, l'université en première ligne, à l'heure de la dictature numérique, parce que c'est le sous-titre de ce manifeste que vous signez là chez Gallimard. Le numérique, accélération forcément avec l'épidémie, la distance qui a pu être établie. Le numérique est révélateur de quoi pour vous? De nouvelles fractures, où il fait émerger celles qui existaient déjà, il les renforce, ces inégalités? Moi, depuis 2-3 ans, et c'est pourquoi j'ai voulu signer ce tract, alors que j'interviens assez rarement sur le terrain, disons, de l'actualité ou de la politique, depuis 2 ou 3 ans, on assiste déjà à une mutation qui est elle-même révélatrice du phénomène que subit l'université depuis maintenant au moins 2 ou 3 décennies. Mais il me semble que si le distanciel, si le passage au numérique se trouve systématisé, comme je le craignais, comme je le crains toujours, à ce moment-là, on va assister véritablement à un basculement dans une autre logique. Et cette autre logique, elle me semble préjudiciable. C'est pourquoi le mot de dictature ne me semble pas excessif. Je réagis, c'est le point de départ du tract, en fait, je réagis à un texte du philosophe italien Giorgio Agamben, qui déclarait de manière apparemment un peu excessive que les enseignants qui accepteront le passage au distanciel, le passage au numérique, seront comparables aux professeurs italiens qui, en 1931, ont prêté allégeance au régime fasciste. Ça peut sembler excessif. Mais finalement, je me suis dit que ça ne l'était pas tant que ça, parce qu'effectivement, c'est bien un système généralisé d'évaluation, de surveillance, qui se met en place et qui va se trouver en quelque sorte entériné par la systématisation éventuelle du distanciel. Toute comparaison ne vaut pas raison, c'est effectivement ce qu'on peut se dire, mais ce que vous soulignez, vous, cette idée de la surveillance, comment s'établit-elle plus par le numérique que par la présence physique, enfin que dans le système traditionnel? Parce que, enfin, il y a beaucoup d'aspects que j'essaye d'évoquer les uns après les autres de manière plus ou moins organisée dans mon tract, mais parce que tout ce qui se trouve mis sur Internet circule de manière quasi virale en échappant à toute forme de contrôle possible. Et d'abord, les enseignants eux-mêmes. Je peux vous donner un exemple, j'ai donné peu d'exemples dans le tract parce que je voulais essayer de faire quelque chose d'assez dense et d'aussi percutant que possible. Mais si vous mettez un cours sur Internet, ce que certains ont fait, notamment au moment du confinement, il se passe seulement quelques jours avant que ce cours se retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai une collègue à l'université de Nantes qui avait préparé pendant des mois un cours avec des documents rares sur le théâtre du XVIIIe siècle. Bon, au moment du confinement, elle s'est dit que la seule solution, c'était de mettre ce cours à disposition des étudiants pour qu'ils puissent continuer à étudier par eux-mêmes à partir du travail qu'elle avait effectué. Une semaine après, l'ensemble du cours et des documents se retrouvaient à vendre sur un site, sur Internet.
C'est la logique du bon coin. Tout va finir au bon coin. Parce que de plus en plus dans notre société, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Oui, donc c'est pas la mise à disposition d'un savoir gratuit, ce qui était d'ailleurs en plus à l'origine de l'utopie numérique, d'Internet. Là, au contraire, ce que vous dites, c'est que c'est tout de suite récupéré et d'une certaine manière rendu mercantilisé dans sa mise à disposition. Oui, enfin l'enjeu n'est pas commercial parce que de toute manière, je ne pense pas que les cours soient vendus très cher et ça ne prive pas le professeur d'un revenu qu'il aurait pu obtenir autrement. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que vous dites surveillance accrue et en même temps perte de contrôle, perte de la maîtrise. Oui, surveillance, parce qu'on sait que si les enseignements sont mis sur Internet, ils vont, comme je le disais, passer immédiatement sur les réseaux sociaux, avec les effets que l'on voit ici ou ailleurs. Je donne à la fin de mon tract un exemple qui m'a frappé. Moi, je vais souvent en Chine parce que je suis traduit là-bas, professeur et écrivain invité. La dernière fois que j'étais en Chine, c'était juste avant le début de l'épidémie, à Pékin en décembre. Et je parlais avec des collègues, prudemment, comme on le fait toujours en Chine, à cause de la surveillance que le Parti communiste exerce là-bas, qui me confiaient que depuis peu, des caméras avaient été placées dans chaque salle de cours, de manière à permettre aux représentants du Parti communiste de vérifier le contenu des enseignements, et notamment dans un contexte où, comme vous le savez, la pensée de Xi Jinping fait partie désormais des programmes qui doivent être présentés aux étudiants. Bon, et il se trouve qu'en juillet, on nous a annoncé que l'Université de Nantes allait elle aussi placer des caméras dans toutes les salles, de manière à permettre l'enregistrement et la diffusion des cours. Donc on peut s'offusquer du système de surveillance propre au régime communiste chinois, mais en fait, les pays démocratiques, sans même avoir besoin d'un parti unique, sont en train de mettre en place un système tout à fait comparable et qui va être préjudiciable à la liberté de chacun. Qui pourrait amener les professeurs vers une forme de censure ou d'autocensure, vous pensez, sur les contenus qu'ils distillent ? C'est sûr. Enfin, moi, je suis prêt à défendre les positions que je prends, mais il est certain que sinon se censurer soi-même, les professeurs vont avoir tendance à faire preuve d'une grande prudence, ce qui va conduire à édulcorer les cours, peut-être à les figer, à les rendre moins vivants en tout cas. Olivia Chambard. Oui, je suis assez d'accord, enfin tout à fait d'accord avec ce qu'explique ici Philippe Aurès. Je pense qu'il y a un risque effectivement à réduire des cours, enfin comme ce qu'explique dans le tract, à des supports numériques. On a une forme d'affadissement aussi des cours. Et puis pour moi, il y avait déjà cette logique un peu dans la diffusion massive des cours avec PowerPoint permanent, une forme de... C'était déjà une mise en forme numérique qui pour moi avait un effet sur le contenu. Je m'y refuse pas mal, en fait, en tout cas, à faire systématiquement ces diapositives qui réduisent des cours simplement à des slogans, à des choses comme ça très limitées. Et là, en plus, quand il s'agit de mettre les diapositives en ligne, le cours devient plus qu'une succession comme ça, de mots-clés, de phrases, et on perd tout ce qui est vraiment, ce qui est l'intérêt du cours complètement, quoi. Vous dites qu'il fallait démocratiser l'université, qu'il fallait aussi qu'elle se professionnalise d'une certaine manière. Mais vous redoutez les transformations qui sont en cours, et notamment cette arrivée des logiques managériales aujourd'hui dans l'université, l'un et l'autre. C'est ce que vous déplorez. On va revenir avec François Hollande au 29 avril 2013. Lors des assises de l'entrepreneuriat, le président de la République s'adressait alors aux entrepreneurs à partir de l'Élysée et il listait les efforts envisagés, notamment ceux tournés vers les élèves et les étudiants. Notre premier devoir, c'est donc de stimuler l'esprit d'entreprise, l'initiative dans tous les domaines. Il est donc prévu, de la 6e à la terminale, un programme sur l'entrepreneuriat. Il s'inscrira dans le cadre du parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde professionnel. Il y a quelques semaines, je recevais des jeunes ici. L'une des plus grandes critiques qu'ils faisaient était qu'ils n'avaient pas été orientés comme ils l'auraient espéré, qu'un certain nombre de filières ne leur avaient pas été présentées. Et ils ajoutaient qu'ils auraient voulu que des chefs d'entreprise viennent dans les établissements, leur montrer ce qu'ils faisaient. Il y a 30 ans, on aurait demandé à des jeunes ce qu'ils attendaient. Est-ce qu'ils auraient dit « Nous souhaitons qu'il y ait des chefs d'entreprise qui viennent dans les établissements ». Qu'aurait-on dit? Mais pourquoi cette lucidité? Parce que pour ces jeunes, avoir une connaissance, une approche de ce qu'est l'entreprise, c'est pour eux la première étape vers l'emploi et peut-être même
vers la création d'une activité. Alors, nous prendrons en compte ce besoin et même cette aspiration. Voilà, alors là, François Hollande s'adresse aux entrepreneurs, hein. Il faut toujours savoir à qui est destiné le message. Mais néanmoins, ça rejoint ce que vous expliquez, Olivia Chambard, ce que vous analysez, ce qui vous inquiète aussi aujourd'hui. Quand et comment cet état d'esprit entrepreneur a-t-il commencé à s'installer au sein de l'université, à vos yeux ? Alors effectivement, faut remonter un petit peu puisque c'est déjà dans les années 1980 que dans l'espace public, on a cité une forme de revalorisation de la figure du petit entrepreneur, déjà comme une piste pour solutionner le problème du chômage qui devient chômage de masse à partir de ces années-là. Et puis, cette promotion de l'entrepreneuriat, comme on se met à dire, se diffuse à partir essentiellement des années 2000 et puis de manière encore accélérée années 2010. Donc là, on voit le discours de François Hollande, c'est 2013, donc c'est vraiment le moment où il y a à partir de 2010 une succession de mesures gouvernementales. Alors c'est des petites mesures qui ne sont pas forcément très visibles dans l'espace public, c'est pas forcément des montants importants qui sont alloués. Je parle dans mon livre d'une petite politique publique, une politique à bas bruit, mais malgré tout, petit à petit, il y a une légitimation qui est faite par le ministère de l'Enseignement supérieur, cette idée qu'il faudrait que l'ensemble des étudiants soient à un moment sensibilisés à l'esprit d'entreprendre au sein de leur cursus. Et dans les années 2010, c'est déjà les années 2000, mais les années 2010, on voit vraiment une légitimation de cette idée-là. Dans les faits, tous les étudiants ne suivent pas ces cursus, mais vraiment l'idée s'installe que c'est un manque si des étudiants n'ont pas été sensibilisés à l'esprit d'entreprendre et formés à l'entrepreneuriat. Mais derrière tout ça, il y a quand même une hantise pour les pouvoirs publics et peut-être aussi d'ailleurs pour les parents et les étudiants. C'est le chômage des jeunes, avec cette idée qu'il faut lutter contre ce chômage-là. C'est une intention plutôt louable aussi qui peut être mise en avant à l'origine. Bien sûr, il est, le souci de l'insertion professionnelle des étudiants me semble important et on peut difficilement enseigner à l'université sans avoir du tout ce souci-là. Mais moi, ce que je critique dans mon livre, c'est plutôt le fait, la mise en avant de cette idée que ça sensibiliser à l'entrepreneuriat et que la création d'entreprises pourrait être une solution un peu miracle pour lutter contre le chômage des jeunes. Et je vous dis, on trouvait déjà ça dans les années 80 en disant qu'un chômeur c'était fin des années 70, Raymond Barre qui disait que les chômeurs n'ont qu'à créer leur entreprise. Et là, on retrouve un peu ça, les étudiants, les jeunes diplômés, mais ça s'adresse aussi aux jeunes moins diplômés, à des jeunes sans diplôme ou avec un faible niveau, pourraient créer leur activité, comme le dit le président. Alors qu'en réalité, il y a aujourd'hui qu'environ 10% de la population active qui est indépendante, 90% quasiment sont salariés, et ça me semble assez compliqué de mettre en avant l'entrepreneuriat comme une solution massive d'insertion des jeunes. Cette université, Philippe Forest, qui s'éloigne de la transmission des savoirs en fixant aux études un but, une utilité. Quel danger pour vous, en fait, à ajuster le cursus, comme on l'évoquait, sur le marché du travail et sur les débouchés éventuels ? Pratiquement, ça donnerait quoi si on imagine avec vous, qui êtes professeur en littérature française, si on cherchait, et si ce n'est pas déjà fait, à adapter votre enseignement aux débouchés possibles pour les étudiants ? Mais je ne suis pas hostile systématiquement à la professionnalisation des études et notamment des études de lettres, parce que je l'explique d'ailleurs, hein. On ne peut pas imaginer que tous les étudiants en lettres passent l'agrégation ou deviennent docteurs. Donc il faut bien envisager d'autres débouchés, et notamment dans le contexte de catastrophe économique et sociale que nous connaissons. À l'Université de Nantes, moi je dirige une formation au métier du livre qui vise à initier les étudiants au secteur de la bibliothèque, de la librairie, de l'édition, et ça me semble normal que pour ce type de formation, on fasse appel à des gens qui connaissent la question, des libraires, des bibliothécaires, des éditeurs, des écrivains. Mais simplement, il y a risque, si cette logique-là, elle s'applique systématiquement partout et pour tout. Et c'est bien ce à quoi on est en train d'assister. Il faut aussi que ne soit pas perdue de vue la nécessité pour l'université de conserver, de transmettre les savoirs et surtout, c'est peut-être le point essentiel, de favoriser l'émergence et le développement d'un esprit critique chez les étudiants. Voilà, donc c'est la peur du formatage en fait. Voilà, exactement. Parce que transmettre, apprendre un métier, c'est pas là où
Quel problème. Et d'ailleurs, on peut, tous ces métiers que vous avez évoqués, éditeur, bibliothécaire, écrivain, libraire, on peut aussi les pratiquer, les réaliser avec un esprit critique. Et la peur, en revanche, qu'il soit mal enseigné et du coup mal exercé par la suite. Il y a quand même un tabou bien français, hein, celui de cette peur de l'arrivée de l'entreprise dans l'université, de cette confrontation de l'entreprise avec ce marché du travail. Tabou ou verrou qui ont depuis bien longtemps sauté aux États-Unis ou au Canada. La peur peut-être d'une américanisation. On va retourner d'abord, on va aller au Québec ou du côté de Montréal pour voir ce qui se passe avec nos enfants entrepreneurs. C'est à l'Hôtel de Ville qu'a eu lieu la 19e édition du gala Défi Ose entreprendre volet étudiant pour la région de Montréal, où 17 prix ont été remis. La tête de Carrefour Jeunesse Emploi de l'île de Montréal a décidé d'entreprendre ce défi parce qu'on croit vraiment à l'épanouissement des jeunes à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vraiment un levier pour prendre confiance en soi, apprendre plus sur soi, puis vraiment donner à sa communauté. Cette année, on a 4400 jeunes qui ont participé au défi Ose entreprendre ici à Montréal. Les jeunes qui participent au défi Ose entreprendre ont entre 6 et 25 ans à peu près. Le défi Ose entreprendre existe depuis 19 ans. Il y a des compétitions au niveau local, après ça au niveau régional, puis on va avoir un gala au niveau national le 14 juin à Québec. Voilà le défi qui est lancé aux enfants de Montréal, Olivia Chambard. Ça vous hérisse le poil. Là, vous avez cette frayeur que ce type d'initiatives puissent arriver en France. Effectivement, le fait que ça s'adresse à des enfants pose quand même question. Alors pareil, moi j'ai pas forcément de critique à faire sur le fait que qu'on accompagne des jeunes qui souhaitent développer une activité dans une logique effectivement de professionnalisation à la fin de leurs études. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui peut se faire dans les cadres des ateliers d'insertion professionnelle. On peut imaginer que l'accompagnement en entrepreneuriat puisse avoir une place. Mais ce qui m'inquiète effectivement, c'est l'idée de sensibiliser à un esprit d'entreprendre, notamment dès un plus jeune âge, comme on l'entend ici, ou même à l'université, parce que effectivement, on voit bien comment la personne qu'on entend ici peut trouver ça intéressant parce que on entend beaucoup le discours, ça développerait l'esprit d'initiative, la créativité, la confiance en soi. Bon, personne n'est contre le fait de développer la créativité, l'initiative, la confiance en soi, etc. Mais la question se pose, c'est pourquoi l'entrepreneuriat serait aujourd'hui mis en avant comme le moyen de faire ça. Et ça renvoie à l'idée que quelqu'un la figure qui serait créative, ingénieuse, etc., serait forcément l'entrepreneur. Et ça pose quand même question. Un ingénieur, un artiste peuvent être aussi créatifs et innovants et tout ce qu'on veut. Donc derrière, en fait, moi, ce que je montre dans mon enquête, c'est qu'il y a un agenda, alors, je sais pas, il est plus ou moins caché, plus ou moins mis en avant selon les contextes, mais il y a bien autre chose derrière. C'est que justement, on parlait de normativité tout à l'heure, c'est derrière, c'est aussi la diffusion, une forme, on valorise l'initiative, l'autonomie, etc. Mais c'est des choses qui sont, ces valeurs-là sont mises en avant de manière en lien avec les valeurs du monde de l'entreprise, les valeurs du capitalisme, etc. C'est que derrière, c'est des contenus très normatifs quand même, avec beaucoup de savoir-être qui renverrait la manière de se comporter dans le monde économique, dans le monde capitaliste. Et donc, pour moi, ça va à l'encontre aussi de la formation à esprit critique. Oui, vous dites d'ailleurs qu'on inculque aux étudiants des valeurs favorables au capitalisme. Quelles sont ces valeurs pour vous ? Il y a beaucoup quand même l'idée dans les formations, pas forcément dans toutes, il peut y avoir des manières un peu alternatives ou plus critiques de mettre en place ces formations entrepreneuriales, mais majoritairement, ce que j'ai observé, c'est qu'in fine, il y a quand même toujours l'idée que la rentabilité économique est ce qui est in fine le plus important. C'est-à-dire que les étudiants au départ, on les incite à réfléchir à des projets, pourquoi pas à monter des projets, à rêver à ce qu'ils aimeraient créer. Mais assez rapidement, dans ces formations que j'ai observées, il y a une forme de resserrement des possibles vers l'idée que finalement, ce qui doit être, c'est que ça doit être rentable. Et justement, j'avais un de mes terrains, c'est dans un master de lettres où il y avait une option entrepreneuriat. Et justement, je pense à ça parce que ça fait écho à ce qui a été dit avant. Les étudiants, on les accompagnait à se projeter vers la création d'une librairie, d'un théâtre, des choses qui étaient en lien avec leur débouché en lettres. Mais justement, petit à petit, on les amenait vers l'idée que ce qui comptait, c'était quand même la rentabilité au sens économique, la création de valeur dans le sens économique. Et
on arrivait même, bon, il y avait quelque chose d'un peu caricatural, on disait finalement c'est eux-mêmes qui proposent à la fin, par exemple dans la compagnie de théâtre, de prendre des stagiaires parce que pour être rentable, il n'y a que ça qui est possible, quoi. Donc il y a quand même cette inculcation qu'il n'y a pas d'autre alternative possible, on pourrait dire, que cet horizon-là. L'université en question avec nos invités jusqu'à 13h30, il s'appelle Philippe Forest, il est écrivain, romancier et professeur des universités en lettres modernes. C'est à l'université de Nantes, il a publié il y a un an le très beau « Je reste roi de mes chagrins », apparaître en novembre aux éditions Gallimard Napoléon, un éloge de l'aplomb à travers cette personnalité. Ah non, ça c'est un second livre. Oui. Ah ouais, parce qu'il avait de l'aplomb aussi, Napoléon. Oui, c'est le hasard, mais il y a un écho possible entre ces deux livres. Non, Éloge de l'aplomb, c'est un recueil de mes textes sur l'art. Ah, et en parallèle, vous sortez ce tract qui est aussi une sorte de manifeste coup de poing. Pour vous, une envie de vous prononcer sur l'université en première ligne à l'heure de la dictature numérique. À vos côtés, Olivia Chambard, chercheuse en sciences sociales, enseignante à Paris 1 et auteure de Business Model à la Découverte. On a parlé des différentes réformes qui ont eu lieu à l'université. En ce moment, c'est une loi sur la recherche qui est discutée. 25 milliards sur les 10 prochaines années. Voilà ce qui a été annoncé. Des moyens massifs après une décennie perdue. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en parlait. Notre recherche étouffe. Il y a 20 ans, la stratégie de Lisbonne fixait comme cap l'horizon de l'année 2010 pour atteindre 3% du PIB dédié à la recherche. Le compte n'y est pas. Dans les universités, dans les organismes, au cœur des laboratoires, le constat est connu, il est partagé. Nous pouvons parler d'une décennie perdue. Derrière les réformes d'appareils et de structures, ce qui s'est joué ces 20 dernières années, c'est la diminution continuelle du nombre d'inscriptions en doctorat. C'est le tarissement des recrutements, la baisse d'attractivité de tous les métiers de la recherche publique en France. Évidemment, il y a eu des tentatives pour inverser la tendance. La loi Goulard, la stratégie nationale de la recherche, qui se sont l'une comme l'autre échouées sur la digue des réalités. En 2010, le budget dédié à la recherche publique en France, dans le périmètre de la programmation, beaucoup de livres blancs, beaucoup de plans de recrutement, beaucoup de réformes de structure et pas assez d'investissement. Pas assez de moyens, pas assez de visibilité, trop peu de temps pour la recherche, trop peu de postes et des charges administratives toujours plus lourdes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer, nous sommes dos au mur. Voilà, la recherche, un secteur d'avenir, puisque le gouvernement va investir dans ce secteur-là. Vous êtes d'abord d'accord avec ce bilan, Philippe Forest ? Oui, il n'y a plus qu'à se tirer une balle, en gros. Mais non, ça va aller mieux. Non, mais il ne faut pas désespérer de l'université française, c'est ce que je dis. Moi, je trouve que j'ai enseigné avant dans des universités britanniques comme Cambridge. Moi, je trouve que les étudiants à Nantes ne sont pas moins bons que ne l'étaient les étudiants que j'avais dans ces universités britanniques beaucoup plus prestigieuses. Je le dis aussi, moi, je suis toujours étonné par les résultats du classement de Shanghai parce que, franchement, les étudiants américains quand on sort de l'université de Nantes, disons que leur formation laisse à désirer. En revanche, on reçoit des étudiants espagnols, italiens, roumains, polonais qui sont absolument formidables et dont pourtant les universités n'apparaissent nulle part dans le classement de Shanghai. Il y a beaucoup de très bons universitaires en France. Je parle juste des lettres, de la philosophie, des sciences humaines, parce que je ne pourrais pas me prononcer pour tout ce qui est sciences dures, mais il y a des travaux formidables qui continuent à apparaître. Le problème, ce sont les critères d'évaluation à l'aide desquels on prétend mesurer la recherche, justement à l'aune de cette rentabilité économique ou symbolique dont Olivia Chambard parlait. Donc il n'y a pas lieu de désespérer de l'université française. Il y a juste une urgence à la délivrer des logiques auxquelles on prétend la soumettre. Critères d'évaluation qui pèseront dans l'orientation des budgets alloués dans ce secteur de la recherche ? Oui, alors effectivement, ce qui pose problème de manière générale, c'est une mise en chiffre toujours plus importante en fait de la recherche. Donc, c'est-à-dire en permanence, cette logique bibliométrique assez délétère pour la qualité de la recherche qui peut être faite. Et puis, pour revenir sur ce que dit Frédérique Vidal, on peut être d'accord effectivement avec le constat, mais ce qui est assez terrible, c'est que ce qui est proposé par la LPR actuellement, finalement, propose
des mesures qui ne feront qu'aggraver justement ce constat qui est fait, c'est-à-dire il y a des questions, elle regrette le fait qu'il y a peu de recrutement, qu'on ne recrute pas assez de chercheurs, et c'est bien justement le problème, et ce que demande la communauté universitaire aujourd'hui, c'est des recrutements pérennes de chercheurs titulaires, et la LPR, ce qu'elle propose, c'est plutôt une précarisation accrue et un périmètre encore plus grand pour des postes qui sont précaires et du coup qui rendront encore moins attractif le métier de chercheur, quoi. La LPR, c'est la loi de programmation pluriannuelle de Mhm. la recherche. Vous dites qu'on inculque cette question des valeurs, hein, comme on a évoqué aujourd'hui, que la rentabilité s'immisce partout à l'université, dans l'enseignement supérieur, y compris dans la gestion managériale des universités aujourd'hui. Philippe Forest, est-ce que la crainte pour vous principale, c'est que sur ce marché de la connaissance et des savoirs, il y aura demain des filières, des disciplines, des matières, des savoirs qui seront jugés moins rentables que d'autres, et donc peut-être des cursus universitaires qui ne seront plus proposés, des filières qui vont naître, qui n'existaient pas jusque-là? C'est déjà le cas. L'université, c'est un problème, hein, est soumise en permanence à un processus d'évaluation, d'auto-évaluation. Et pour savoir si les postes sont renouvelés, créés, si les cours sont conservés, on regarde d'abord le nombre d'inscrits et donc la rentabilité des différents enseignements qui sont proposés. Et le numérique, c'est pourquoi moi je me consacre surtout à cette question dans le texte que j'ai signé. Le numérique est l'un des instruments essentiels de cette nouvelle logique qu'on nous impose. Il formate les contenus et il en permet une évaluation qui est une évaluation faussée. Mmh. Pour savoir si vous êtes un bon chercheur ou pas, c'est simple, hein, on regarde combien de fois vous êtes cité sur Internet. Mmh. Voilà, c'est la logique de Facebook. Combien avez-vous de followers ? Si vous avez beaucoup de followers, c'est que vous êtes un bon chercheur, quoi que soit le contenu des enseignements ou des livres que vous publiez. Mmh. Le médium, c'est le message. Une pensée n'existe pas indépendamment de la façon dont elle s'exprime et du canal par lequel elle passe, écrivez-vous, Philippe Forest. Vous vous placez dans ce tract comme témoin des évolutions de l'université depuis 30 ans et non pas comme un chercheur spécialiste de la question universitaire. C'est un manifeste, on le disait, c'est un coup de gueule aussi. Il vous reste 1 minute pour un plaidoyer. Qu'est-ce qu'il contiendrait, ce plaidoyer pour l'université ? Eh bien, si j'ai écrit ce texte, c'est justement un appel aux étudiants et aux enseignants à prendre conscience du basculement qui est en train d'avoir lieu. Si l'université passe en ligne, elle ne sera plus l'université. Elle sera une annexe de Internet, de Facebook, des GAFA, etc. Et on aura renoncé à ce lieu essentiel pour la culture, mais aussi pour la liberté qu'est la faculté. Olivia Chambard, rien à ajouter ? Moi, je pense que l'université doit aussi garder une place pour les savoirs théoriques, pour les savoirs non immédiatement utiles, et ce qui n'empêche en rien de se préoccuper de l'insertion professionnelle des étudiants. Ça ne me semble pas opposé. Olivia Chambard, Business Model, votre essai apparu à la Découverte. Philippe Forest, l'université en première ligne, votre tract apparu chez Gallimard. Merci beaucoup à tous les deux et un grand merci à l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide précieuse. Thomas Beau à la réalisation, aujourd'hui avec Jacques Hubert. Demain, ce sera Kidnapping, une nouvelle série avec notre invité Charlotte Rampling, et les médias et la haine avec François Jost et Gérard Noiriel. Bel après-midi à tous sur France Culture.